C'est un pays à peine plus grand que la Suisse. Et pourtant, il consacre le quart de sa superficie à la préservation de la nature. Accueillant une faune venue des 2 continents américains, le Costa Rica abrite une biodiversité exceptionnelle grâce à son climat tropical et à sa topographie contrastée. Ainsi, la vie sauvage peut s'épanouir tranquillement depuis le sommet des volcans jusqu'aux rivages océaniques. Le Costa Rica est situé au milieu de l'isthme qui relie depuis 15 millions d'années seulement l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. La collision Est-Ouest entre les plaques tectoniques Caraïbes et Pacifiques a fait émerger des flots cette étroite bande de terre dominée par les cônes parfaits de nombreux volcans. Encore actifs, ces témoins du sous-sol agité de la région forment une cordillère qui s'élève jusqu'à 3800 mètres. L'air chaud et humide des plaines est précipité contre les reliefs par les vents marins. Il gagne alors en altitude, se refroidit et se condense. Entre 1000 et 3000 mètres d'altitude, ce climat a donné naissance à un biotope typique des zones tropicales montagneuses, la forêt de nuages. Les plus grands arbres forment une voûte de cathédrale à 20 mètres de hauteur. Une végétation luxuriante, mais torturée et sinistre, dévore chaque parcelle de terrain. Le long des troncs recouverts de mousse, des plantes serpentent vers le ciel pour s'extraire de l'obscurité et favoriser la photosynthèse. Des sources chaudes rappellent que nous sommes ici sur le flanc d'un volcan. Elles provoquent un phénomène naturel étonnant, la teinte turquoise de la rivière. Cette couleur est due à la réaction chimique entre le carbonate de calcium et le soufre charrié par l'eau venue des profondeurs. Elle emplit l'espace environnant d'une odeur caractéristique d'œuf pourri. Mais partout, en forêt de nuages, l'eau est source de vie et favorise une végétation exubérante. Pour s'affranchir du manque de place au sol, certaines plantes, les épiphytes telles que les lichens et les orchidées, se servent des arbres comme support. Bien que privés de terre, ces végétaux réussissent à croître rapidement. Ils se procurent des sels minéraux dans l'humus accumulé à la base des branches et filtrent l'eau de pluie. Ainsi, entre le niveau du sol et la canopée, il existe tout un étagement de végétation. Chaque arbre important est un écosystème à lui tout seul et offre une grande variété d'habitats et de nourriture aux animaux de la forêt. C'est dans la mousse que le solitaire masqué établit son nid. Caché dans l'enchevêtrement végétal, il garde le contact avec sa partenaire en chantant. Mais un autre cri lui fait concurrence. Car l'un des chants les plus perçants de la forêt de nuages est celui de l'araponga tricaronculé. Avec sa tête parée de 3 caroncules, des sortes de moustaches de peau, et l'ouverture démesurée de son bec, cet oiseau frugivore a de quoi intimider les plus petits. Les autres volatiles qui profitent de la fraîcheur de la forêt de nuages sont d'un naturel plus discret. Si certains demeurent cachés, les nombreuses espèces de colibris, au contraire, aiment à rivaliser de coquetterie en jouant sur les reflets métalliques de leur plumage. Les passereaux de couleur vive, comme ce couple de pirangas à d'oreiller, doivent se méfier des rapaces.
Heureusement pour eux, cet urubu à tête rouge fait partie de la famille des vautours. Il aimerait bien avoir quelque chose à se mettre sous le bec, mais ces pirangas sont beaucoup trop vivants pour son estomac de charognard. Qui pourrait imaginer qu'une forêt si mystérieuse soit l'habitat de l'un des plus bels oiseaux du monde et que les arbres morts puissent tirer une langue de plumes vertes? Mais c'est bien dans ces montagnes que demeurent les derniers couples du mythique quetzal resplendissant. La femelle, reconnaissable à sa queue courte, son ventre gris et à son bec noir, fait sa toilette non loin du nid. À l'intérieur, la longue queue verte trahit la présence du mâle, si fier de son ventre écarlate et de son bec jaune. La femelle relaye immédiatement son compagnon pour réchauffer leurs deux petits, nés il y a quelques jours. Le mâle peut alors se dégourdir les plumes avant de partir en chasse. Sa compagne guette son retour, car elle devra libérer la place, le nid étant trop petit pour eux deux. Une dizaine de minutes plus tard, le mâle réapparaît avec la sauterelle qu'il a capturée pour les jeunes. Car ce n'est pas avant quelques jours que les petits pourront manger des fruits, comme leurs parents. En attendant, la femelle quetzal peut se reposer sur son compagnon qui remplit consciencieusement son rôle de père. À 2000 mètres d'altitude, un autre couple de quetzals s'est formé pour la période de nidification qui va d'avril à mai. Si les deux oiseaux peuvent s'afficher côte à côte en dehors du nid, c'est parce que l'abri n'est pas terminé. Le mâle doit encore creuser le tronc d'un arbre mort pour le rendre plus confortable. Sa compagne a un certain niveau d'exigence et n'entend pas accepter le nid tant qu'il ne sera pas parfait. La femelle s'enquiert de l'avancée des travaux. Va-t-elle valider le nid en prenant possession? Le mâle, fourbu, aimerait bien en rester là. Mais sa compagne a tôt fait de quitter la cavité, signifiant ainsi que les finitions laissent à désirer. Hardiment, le mâle se résigne à satisfaire l'experte. Mine de rien, et avec le plus grand calme, la femelle quetzal sait imposer sa volonté. Nul doute qu'elle soutient moralement son compagnon. Dans toute l'Amérique centrale, ce bel oiseau est symbole de liberté. Car toutes les tentatives de mise en captivité et d'élevage ont échoué. Le quetzal se laisse mourir s'il est enfermé. Sa protection implique donc, comme toujours, la préservation de son habitat. La création de corridors écologiques reliant plusieurs forêts entre elles permettrait notamment un meilleur brassage génétique entre les îlots de population. Les forêts de nuages abritent d'autres espèces surprenantes. Quel est donc cet étrange serpent poilu qui se dresse dans les fourrés? Surpris dans sa quête de nourriture, le coati à nez blanc ne se laisse pas distraire pour autant. Gouverné par son appétit, cet animal vif et intelligent est en permanence à la recherche de petits vertébrés, d'insectes ou de fruits tombés sous les feuilles.
Son odorat sensible lui permet de repérer les proies, même les plus petites ou les mieux dissimulées. Ses griffes puissantes font le reste. Bien qu'il trouve l'essentiel de son alimentation au sol, le coati n'hésite pas à aller se servir directement dans les arbres. Les meilleurs fruits méritent parfois quelques efforts que ce parfait équilibriste endure sans difficulté. Si les mâles sont plutôt solitaires, sauf en période de reproduction, les femelles vivent-elles en petits groupes avec leur progéniture. Cette structure sociale assure une bonne protection des jeunes, malgré le fait que les adultes soient toujours distraits par leur quête de nourriture. La mobilité et la voracité de ces petits mammifères sont très utiles à leur écosystème. Car après avoir ingurgité les fruits directement aux arbres, les coatis vont en disséminer les graines loin de là. Et certaines germent d'autant mieux qu'elles ont préalablement transité par un système digestif et peuvent ensuite profiter d'un engrais naturel. C'est donc un moyen astucieux qu'a trouvé la nature pour étendre la forêt et favoriser la biodiversité végétale. Les arbres plus petits sont eux visités par les écureuils multicolores, appelés ainsi à cause de la grande variété de leur pelage. Contrairement à leurs cousins d'autres pays, ces écureuils ont la particularité de ne pas faire de réserve de provisions. En effet, il n'y a pas d'hiver au Costa Rica, seulement une saison sèche où il pleut tout de même et une saison humide où le soleil se montre parfois. Bref, la nourriture ne venant jamais à manquer, le stockage de graines est inutile. Cela ne permet donc pas à des réserves oubliées de contribuer à l'émergence de nouvelles pousses, comme cela se produit en Europe ou en Amérique du Nord. Néanmoins, la forêt donne naissance à des arbres remarquables, notamment ceux de la famille des ficus étrangleurs. Leurs graines, rejetées par les oiseaux, germent sur d'autres arbres. Elles développent des branches pour capter la lumière, mais aussi des racines qui descendent jusqu'à terre. Ces ramifications se rejoignent et encerclent l'arbre support. Étouffé, celui-ci meurt et se désagrège, laissant le ficus seul, dressé autour d'un tube vide à l'architecture baroque. Ces grands arbres constituent des perchoirs idéaux pour les clans de singes hurleurs, appelés ainsi pour leur propension à défendre bruyamment leur territoire. Ces cris impressionnants peuvent s'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Ils sont amplifiés par l'os hyoïde, situé près des cordes vocales, qui est hypertrophié chez les mâles. Ainsi, les affrontements entre singes hurleurs se déroulent uniquement par des vocalises, ce qui a l'avantage de leur permettre d'économiser leur énergie physique. En effet, ces primates sont plutôt nonchalants. Cela est dû à leur régime alimentaire, essentiellement composé de feuilles pauvres en nutriments et fastidieuses à digérer. Ils choisissent de préférence les jeunes pousses, car il y a moins de risques qu'elles contiennent des toxines. Encore faut-il pouvoir les atteindre. Le reste du temps, les singes hurleurs font la sieste. Malgré la chaleur moite de ce milieu de journée, les plus jeunes trouvent l'énergie pour s'amuser.
La règle du jeu est simple. Celui qui tombe a perdu. En sous-bois, il existe aussi des plantes très nutritives, notamment des fleurs dont le nectar est riche en glucose. Les héliconias. Elles font le régal du colibri jacobin, entre autres, toujours attiré par les pétales de couleur rouge. En journée, les colibris doivent se nourrir toutes les 10 minutes environ, puisqu'il leur faut avaler chaque jour la moitié de leur poids en sucre. Cela est dû à leur métabolisme très rapide, animé par un rythme cardiaque qui approche les 1000 battements par minute. Privé de nourriture, l'oiseau-mouche mourrait en moins de 2 heures. Lorsque la pluie se met à tomber, remplissant les corolles de fleurs d'une eau sucrée, le festin redouble d'intensité. Les colibris pourraient ajouter plus de protéines à leur régime alimentaire, mais les petits insectes qu'il leur faudrait chasser pour cela ont la mauvaise habitude de disparaître dès qu'il pleut. Entre deux repas, les colibris restent posés pour économiser leurs forces. En vol, ils ont la particularité de savoir reculer ou de rester parfaitement stationnaires. Cette habilité leur permet d'éviter les collisions lorsqu'ils se pressent à plusieurs autour d'une même fleur. Bref, ils ont beau peser moins de 10 grammes, tout mouillé, la vie des colibris n'est pas de tout repos. Les autres oiseaux n'apprécient guère la pluie et patientent à l'abri tout en surveillant la couleur du ciel. Mais comme les nuages peuvent s'épancher durant plusieurs jours, il faut bien continuer à s'alimenter. Les plus petits passereaux, tels cet organiste olive, doivent se résigner au bombardement des gouttes. Ce mâle de Guitguitsai, qui arbore en cette saison un beau plumage nuptial, ne peut résister à l'appel d'un régime de bananes. Avec la chaleur et la pluie, les fruits s'abîment très vite. Les oiseaux saisissent l'opportunité pour percer leur peau ramollie. Les plus revendicatifs d'entre eux, tels ce tangara évêque, parviennent à s'imposer aux meilleurs emplacements. En forêt de nuages, il tombe plus de 2 mètres d'eau par an. Cette pluviométrie abondante fait le bonheur des batraciens, notamment de cette Dendrobate auratus. Comme chez tous les membres de cette famille, les couleurs vives de sa peau avertissent les prédateurs de son caractère vénéneux. Le poison contenu dans son épiderme n'est que défensif. Elle le sécrète seulement en cas de stress. Néanmoins, il demeure suffisamment puissant pour tuer un homme. On pense que les dendrobates accumulent cette toxine par les proies qu'elles ingèrent, notamment les fourmis et les mille-pattes. Et puis, presque soudainement, la pluie cesse.
Le retour du soleil est salué par une multitude de chants d'oiseaux. Mais le toucanet à gorge bleue, lui, n'a pas le temps de se mêler à cette symphonie, tant il est focalisé sur le nourrissage de ses petits et de leur mère. La femelle s'est occupée de creuser le nid ou de l'agrandir s'il a été dérobé à un pic. Elle couve actuellement 4 œufs. C'est maintenant au mâle qu'il incombe de ravitailler la petite famille. Il multiplie donc les allers-retours entre les arbres fruitiers et le nid, en profitant pour évacuer les déchets à chaque voyage. Son exigence de propreté est d'autant plus importante que cet abri leur servira plusieurs années de suite. Un peu plus bas, vers 1200 mètres d'altitude, la température monte rapidement avec le retour du soleil. C'est alors aux cigales mâles de donner de la voix, ou plutôt de symboliser, grâce à un organe situé dans leur abdomen. Récemment sortis de leur exuvie, les mâles cherchent à attirer les femelles. Sans ce chant, il ne serait guère aisé de dénicher la compagne adéquate parmi les 35 000 espèces d'insectes recensées au Costa Rica. Si les coléoptères n'hésitent pas à afficher des couleurs éclatantes, certaines sauterelles sont adeptes du camouflage. Elles espèrent ainsi demeurer invisibles aux yeux des gourmandes. Parfois, c'est au contraire la proie qui arbore des couleurs vives, tandis que son prédateur bénéficie d'un camouflage efficace. Vénéneuse comme la plupart des dendrobates, l'Ophaga pumilio n'a que faire de la discrétion. Au contraire, pour attirer des femelles, les mâles semblent s'être inspirés de la méthode de séduction des cigales. Dans la jungle, toutes les astuces sont bonnes pour attirer l'attention lorsque l'on mesure à peine plus de 2 cm. Un peu plus loin, un jeune tatou est déjà réveillé. Cet animal nocturne semble pris d'une véritable fringale lorsqu'il sort de son terrier en début de soirée. Guidé par son odorat puissant, il est à la recherche de vers de terre, de petits reptiles, mais surtout d'insectes. La découverte d'une fourmilière excite encore plus son appétit. Heureusement, il est protégé des morsures des fourmis par sa carapace de kératine et l'épaisse peau de son ventre. Toujours plus bas, à 1000 mètres, la forêt de nuages cède le terrain à un biotope plus ensoleillé et plus chaud, la forêt tropicale humide. Les précipitations n'y dépassent pas 2 mètres par an. Ici, durant la saison sèche qui va de décembre à avril, le soleil peut briller plusieurs jours d'affilée. Là aussi, des solfatas révèlent l'origine volcanique du sous-sol. L'émission permanente de sulfure d'hydrogène a créé une cicatrice dans la végétation. Mais le soufre transporté par l'eau résurgente se dépose rapidement et les rivières en aval épurées peuvent irriguer la forêt. L'eau abondante et le soleil généreux favorisent une végétation sans pareille. À tour de rôle, selon les saisons, les arbres à fleurs explosent de couleurs. Les plantes de la famille des broméliacées, qui poussent souvent sur d'autres arbres, développent des fleurs de grande taille, de couleurs et de formes très variées. Avec 1200 espèces, les orchidées comptent parmi les fleurs les plus répandues. Chaque plante rivalise de beauté et d'odeur pour mieux séduire les oiseaux et les insectes pollinisateurs, notamment les papillons. Pour aspirer le nectar, ceux-ci déroulent une trompe parfois aussi longue que leur abdomen.
En se frottant à l'étamine, la partie mâle de la fleur, la trompe du papillon se tache de pollen qui fécondera ensuite le pistil de cette même fleur ou d'une autre de la même espèce. Tout comme pour les abeilles, la raréfaction des papillons à l'échelle mondiale est donc un phénomène préoccupant. En effet, 85% des 250 000 espèces de plantes à fleurs de notre planète dépendent des insectes pour se reproduire. Ce caligo se repose sans crainte. Pour décourager les prédateurs, il compte sur l'ocelle de ses ailes, une tache imitant l'œil d'un reptile. Si les ailes de ce Morphopéléides affichent un bleu vif sur le recto, le verso est marron, de façon à se fondre dans le paysage lorsque le papillon est posé. S'il y a un animal qui ne cherche pas la discrétion à tout prix, c'est bien le toucan à carène. Son bec de 15 cm lui permet d'atteindre les fruits les plus difficiles à cueillir et d'entretenir son plumage, ce que le toucan pratique avec une motivation évidente, surtout en saison de reproduction. Bien que moins riche en couleurs, le bec du toucan tocard se révèle tout aussi efficace pour le lissage des plumes. Dans un milieu naturel où les insectes et les parasites sont aussi nombreux, les oiseaux consacrent une grande partie de leur temps à se gratter et à entretenir leur plumage. Si certains séduisent grâce à leur couleur bariolée, d'autres, comme le grand ibigeot, adoptent au contraire une tenue camouflage. Cet oiseau nocturne dort déguisé en branche d'arbre. Encore faut-il pouvoir fermer l'œil malgré les gloussements du cacique de Montezuma et le numéro d'équilibriste qui les accompagne. Beaucoup plus discret est le caïque à capuchon. Ce petit perroquet vit en groupe d'une dizaine d'individus environ, ce qui ne l'empêche pas de s'isoler pour déguster tranquillement les fruits des meilleurs arbres. D'autant qu'il n'est pas le seul à s'intéresser à ces gousses. Les arbres en moins bonne santé hébergent de nombreuses larves, mollusques et insectes qui font le régal du pic-cannelle, à condition de savoir les débusquer sous l'écorce. Les plus gourmands sont sans doute les singes araignées qui progressent d'arbre en arbre pour varier leur alimentation. Jusqu'à l'âge de 3 mois, le jeune se déplace uniquement sur le dos de sa mère, qui l'enserre avec sa queue préhensible. Il s'émancipera d'elle au bout d'1 an environ, une fois qu'elle lui aura bien appris à reconnaître les feuilles, fruits et insectes comestibles. Malgré sa curiosité naturelle, il doit éviter les plantes toxiques. On pense que cet apprentissage et l'effort de mémorisation qu'il implique a contribué à rendre le singe araignée particulièrement intelligent. Sur ce plan, on le place en 3e position derrière l'orang-outan et le chimpanzé. Pour les plus jeunes, qui ne savent pas encore cueillir seuls, la tentation est grande de jouer les piques-assiettes.
quitte à en subir les conséquences. Il est sûrement possible d'apprendre à chaparder, à condition de le faire avec doigté. Heureusement, les tentatives audacieuses et les sermons sont souvent suivis par le réconfort d'une bonne tétée. Chaque femelle n'a qu'un seul petit tous les 2 à 4 ans, si bien que le taux de reproduction du singe araignée est insuffisant pour faire face au braconnage et à la déforestation, surtout dans les pays voisins du Costa Rica. L'espèce est donc considérée comme étant en danger d'extinction. Habitant à moins de 500 mètres d'altitude et pouvant atteindre l'âge de 50 ans, les haras rouges sont heureusement moins menacés. La femelle peut pondre 2 ou 3 œufs par an, à condition qu'elle accepte son partenaire. Les chamailleries du couple sont fréquentes et assourdissantes pour cette rainette aux yeux rouges qui ne demande qu'à dormir en journée. Lors des séances d'épouillage, la moindre maladresse entraîne une prise de bec. Malgré cette relation apparemment tendue, le couple restera uni à vie. Le cérémonial du lissage de plumes permet d'entretenir la flamme. Mais là aussi, gare aux coups de bec maladroits. La rainette est maintenant complètement réveillée. Mais elle doit encore attendre le coucher du soleil pour partir à la chasse aux petits insectes. Pour surveiller son entourage en toute discrétion, elle dispose de paupières semi-transparentes dissimulant ses grands yeux rouges. Le crépuscule venu, le calme revient. Même cette famille de singes hurleurs, regroupée au sommet d'un arbre, dîne silencieusement. Mieux vaut ne pas manifester sa présence aux éventuels ocelots, pumas et jaguars avant de s'abandonner au sommeil. Le monde de la nuit semble appartenir aux insectes tant ils remplissent l'espace sonore. Les prédateurs, eux, sont en embuscade ou se reposent. Les plus alertes sont les araignées, notamment les mygales qui chassent à l'affût près de l'entrée de leur terrier. Elles consomment des insectes, reptiles et petits rongeurs en liquéfiant leur chair avec des enzymes digestives avant de les aspirer. Malheur à qui ferait vibrer leur toile. Les fourmis coupe-feuilles, qui alimentent ainsi les champignons dont elles se nourrissent, ne risquent pas de tomber entre les pattes d'une mygale. Elles suivent scrupuleusement le chemin de phéromones qu'elles ont tracé jusqu'à la fourmilière. Bien que principalement frugivore, le quincajou consommerait bien quelques fourmis avec sa longue langue, à moins qu'il ne jette son dévolu sur une minuscule grenouille. Par prudence, beaucoup d'animaux nocturnes cherchent à se fondre dans le décor. Quoi qu'il en soit, la nuit sera fructueuse pour les uns et fatale pour les autres.
À quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, certaines plaines côtières sont parcourues de canaux et de marais. Aucune route ne peut traverser ce labyrinthe boueux, abandonné à la moiteur tropicale, pour le plus grand bien de la vie sauvage. Au petit matin, un jeune bihoreau gris joue à la sentinelle. Mieux vaut se tenir au-dessus de l'eau où le crocodile américain est aux aguets. C'est ici que vivent les espèces qui ne peuvent pas cohabiter avec l'homme, comme le tapir de Berne. Celui-ci se repose, ignorant le danger qui le guette. Car c'est aussi l'un des derniers sanctuaires du jaguar. Le grand félin, dont le territoire s'étalait jadis sur les 2 continents américains, est désormais condamné à vivre reclus dans quelques poches de jungles impénétrables. Les observations en sont extrêmement rares. Néanmoins, il lui arrive parfois de prendre le soleil sur les bords de rivières, toujours à l'affût de ce qui se passe sur son territoire. Les urubus noirs et les sapajous capucins préfèrent alors prendre la tangente avec plus ou moins de discrétion, et tout en continuant à s'amuser. Heureusement pour eux, un jaguar repu n'aspire qu'à se reposer au calme. Malgré ses 70 kilos, le félin se déplace silencieusement et son pelage tacheté lui permet de disparaître rapidement dans la végétation. Mais ce ne sont pas les seules pattes de velours à fouler le sol de cette forêt. Bien plus petit que le jaguar, l'ocelot est également très discret. S'il passe une bonne partie de son temps perché sur une branche, ce félin préfère néanmoins chasser à terre. Il lui est naturellement impossible d'attaquer un tapir, mais il peut s'en prendre à toutes sortes de rongeurs, aux petits reptiles, voire à des oiseaux imprudents. Si les serpents restent souvent immobiles à guetter leur proie, il leur arrive aussi de se déplacer dans le plus grand silence. Ce Phrynonax poecilonotus, apparenté à la famille des couleuvres, est en quête d'œufs d'oiseaux. Mais sa langue détecte une odeur bien plus forte que celle d'un volatile. Une vingtaine de pécaris à collier se déplacent dans sa direction. Le serpent a une mauvaise vue, mais le fait que sa langue soit bifide lui permet de localiser précisément les odeurs, suivant le même principe que l'écoute en stéréophonie. Les pécaris ne sont pas dangereux pour le serpent, sauf s'ils se sentent en danger. La couleuvre préfère néanmoins attendre que le groupe soit passé avant de poursuivre son chemin. Une fois le risque de piétinement écarté, les reptiles peuvent reprendre possession du terrain. Ce jeune iguane, un Stenosauria similis, est à la recherche d'insectes. Comme tous les iguanes, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il se nourrira principalement de fleurs, de fruits et de feuilles. Mais pour le moment, il a encore besoin d'un régime très protéiné. Ce ne sont pas ces petites chauves-souris endormies qui lui font concurrence pour chasser les mouches. Mais puisque les insectes se font rares, il décide dès à présent de tenter le régime végétarien. Parvenu à l'âge adulte, il gagnera une peau plus foncée et des épines dorsales. C'est au bord des rivières que l'on trouve le plus impressionnant des sauriens du Costa Rica. En effet, un iguane vert mâle atteint facilement les 1,50 m. Sa tête de dragon a de quoi impressionner les plus petits lézards. Les reptiles passent une grande partie de la journée à thermoréguler leur température corporelle en s'exposant plus ou moins au soleil. C'est d'autant plus compliqué que leurs écailles ne constituent pas un bon isolant thermique. Malheureusement, l'immobilité des plus petits individus attire la convoitise des hérons, notamment de ce Savacou huppé. Chez le basilic commun, seul le mâle peut s'enorgueillir d'une crête dorsale.
Mais c'est grâce à ses longs doigts que ce lézard est connu pour pouvoir courir sur l'eau. Il reste donc près des rivières, à surveiller la fructification des manguiers. À cause de ses dents minuscules, le basilic n'arrive pas à percer la peau du fruit. Il jette donc son dévolu sur une mangue talée. Grâce à leur mâchoire plus puissante, les iguanes verts rencontrent moins de difficultés. Mais les fruits déjà ouverts sont cependant très convoités. Le perdant doit se contenter de feuilles moins sucrées, pour le moment. La démarche de l'iguane vert peut paraître pataude. Mais outre la nage qu'il maîtrise très bien, c'est aussi un excellent grimpeur. Ses pattes griffues lui permettent de s'agripper aux branches et d'aller chercher un peu de tranquillité, de nourriture et de fraîcheur dans les arbres. Quitte à subir les foudres des haras rouges. Les haras vivent en groupe sans qu'il y ait pour autant de hiérarchie. Néanmoins, ils mangent suivant un ordre apparent. D'abord, les plus âgés atteignent les meilleurs emplacements en s'aidant de leur bec comme d'une troisième patte. Ensuite, une fois la place libérée, les jeunes moins expérimentés se rendent sur les mêmes arbres pour cueillir les noix restantes. Le décortiquage suppose une certaine dextérité que les jeunes acquièrent rapidement. Entre deux bouchées, les haras signalent bruyamment leur présence à leurs congénères. Le singe écureuil à dos rouge semble un peu stressé par ce vacarme. Lui aussi est à la recherche de fruits, notamment pour pouvoir nourrir son jeune âgé de 2 mois. Après le singe hurleur, le singe araignée et le sapajou capucin, c'est la plus petite des 4 espèces de primates vivant au Costa Rica. À l'inverse, le paresseux à gorge brune bouge peu, qu'il soit accompagné d'un petit ou non. Car lorsqu'il sort de ses 13 heures de sommeil quotidien, il commence par se reposer. Cela est dû à son métabolisme extrêmement lent. Il met 15 à 20 jours pour digérer complètement les feuilles dont il se nourrit. Il ne fait ses besoins que tous les 8 jours. Et il n'y a qu'à cette occasion qu'il s'astreint à descendre à terre sans que l'on arrive à expliquer pourquoi. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tant que le paresseux garde son air béat et son sourire satisfait, c'est que ce mode de vie lui convient très bien. Ainsi, il n'y a pas grand-chose qui peut l'empêcher de dormir. Surtout pas le chant nuptial grave et profond du grand hocco mâle qui tente de séduire une compagne. Encore faut-il qu'elle n'ait pas la tête ailleurs, comme cette femelle de Tangara à galon blanc, occupée à chasser une araignée de bonne taille. De son côté, un Tangara de chéri réajuste son plumage tout en surveillant sa femelle du coin de l'œil. C'est bientôt la période de la couvaison pour cette espèce et il convient d'aménager un nid douillet. C'est pour la même raison que le pic à bec clair creuse depuis plusieurs jours le tronc d'un arbre mort. Cela n'a pas manqué de réveiller les chauves-souris à long nez qui dormaient dans l'arbre voisin.
La présence d'un honoré du Mexique témoigne de la proximité d'une mangrove. C'est un phénomène étonnant qui se déroule ici. Durant quelques heures, les rivières s'écoulent en sens inverse et leur niveau s'élève. Cela est dû à la marée montante qui inonde l'embouchure du fleuve. Au-delà de la plage, apparaissent enfin les responsables de tout ce chambardement, les rouleaux de l'océan Pacifique. Les rivages, sur les côtes sauvages du Costa Rica, sont à l'image du pays, un lieu de rencontre pour la nature. C'est ici que les roches volcaniques s'immergent dans l'océan et que la chaleur du soleil vient cueillir l'eau qu'elle déposera ensuite au sommet des montagnes. C'est ici aussi que la faune aquatique croise la faune terrestre. Les bernards l'ermite viennent s'échanger leurs coquilles, tandis que ceux qui vivent sous terre, les crabes fantômes, font les frais de l'appétit de ceux qui volent dans le ciel. À l'embouchure des rivières, il est facile pour les limicoles et les échassiers de composer leur menu. En entrée, cette jeune aigrette bleue jette son dévolu sur les crustacés d'eau douce, d'autant qu'elle a besoin de boire une gorgée pour aider l'écrevisse à descendre jusqu'à son estomac. Quelques rapides enjambées lui suffisent pour passer au plat salé en pêchant des poissons, lesquels n'échapperont pas aux becs acérés en fuyant au large. C'est ici aussi, sur les plages originelles, que les animaux d'Amérique du Sud ont croisé ceux du Nord pour la première fois, brassant les espèces en un formidable melting pot de vie sauvage. C'est ici encore qu'au prix d'un terrible effort, les tortues vertes viennent donner la vie à une future génération. Et c'est de ces plages protégées par l'homme que les nouveau-nés vont s'élancer vers leur destin à la conquête de l'océan. C'est ici enfin que d'autres animaux vont établir leur terrier dans le sable pour regarder chaque soir le soleil embrasser la mer, en espérant que la journée du lendemain soit toujours aussi bénéfique à la nature.